Alors, Valentine va nous parler d'une institution en particulier, une des plus prestigieuses des manufactures d'Aubusson, la manufacture Hameau, dont la préhistoire, en quelque sorte, avant qu'elle ne soit celle de Hameau en particulier, donc à partir de 1883, était donc la préhistoire avant qu'elle se dénomme Hameau, a été étudiée par Jean-François Luneau, mais qu'on connaît beaucoup moins bien. Enfin, si, on la connaît bien. En tout cas, on la connaît moins bien dans les métiers qu'elle a fédérés autour d'elle, et forcément pour la production de tapisserie ou de tapis. Voilà. Et ce métier, parmi ces métiers, il y a ce métier au nom hautement poétique de velouteur ou velouteuse, et plutôt velouteuse que velouteur, dont va nous parler Valentine, qui a fait son master à l'école du Louvre sur la manufacture Hameau précisément, et qui maintenant s'interroge pour savoir si ça vaut la peine d'en faire une thèse ou pas. On va en juger directement. Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Merci. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier, les organisatrices et notamment Alice Bernadac, qui est la conservatrice de la Cité internationale de la tapisserie, qui m'a encouragée à participer à cette journée d'études. En effet, mon intervention est le fruit de mes recherches entreprises dans le cadre de mon mémoire de recherche de Master 2 à l'École du Louvre, dirigé par Alice Bernadac et Émilie Zimski. Ces recherches, elles avaient pour objectif d'étudier la question des genres dans la production de tapis au point noué de la manufacture Hameau. Cette dernière, elle est implantée à Aubusson dès le milieu du XIXe siècle et elle n'avait alors jamais fait l'objet de recherches universitaires. Donc, avant d'entrer plus en avant dans le travail de ces femmes et de ces velouteuses, je vous propose de faire une brève présentation technique et historique du tapis au point noué. Donc, le tapis au point noué revêt de nombreuses appellations qui attestent de la richesse de son histoire. En effet, il est plus souvent connu sous le nom de tapis de savonnerie, en lien direct avec la manufacture parisienne, mais parmi ces nombreuses désignations, on peut aussi rencontrer la dénomination de tapis de Turquie, tapis velouté, tapis sarrasinois, tapis de Smyrne ou encore tapis du Levant. Ces différents noms sont autant d'indications géographiques qui jalonnent l'histoire de l'introduction puis de l'adaptation de cette technique du tapis au point noué en France. Toutefois, malgré ces nombreuses dénominations qui pourraient laisser penser l'usage de techniques différentes, le tapis point noué est en réalité la résultante d'une seule et même technique. Depuis plusieurs siècles d'existence en France, la technique de tissage est restée à quelque chose près identique à celle qu'on pratiquait au XVIIIe siècle, comme en témoignent les planches de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. En effet, le tapis au point noué est tissé par plusieurs lissières à Aubusson, appelées velouteuses, sur un métier de haute lisse. Cette pratique, elle se différencie des tissages, par exemple, des tapis ras d'Aubusson, qui, eux, étaient tissés sur des métiers de basse lisse, et les fils de chaîne étaient placés horizontalement. Le carton qui sert de modèle pour le tissage est placé soit derrière les fils de chaîne, soit au-dessus de la tête des velouteuses, et parfois le motif est reproduit sur les fils de chaîne, ce qui permet à la velouteuse de tisser plus facilement son modèle. Cette dernière, elle fait donc face à son ouvrage, contrairement à la tapisserie où le lissier tisse face au revers de la tapisserie. La velouteuse, elle effectue dans un premier temps une rangée de nœuds coulants autour d'un tranche-fil, posés horizontalement sur les fils de chaîne, et ces nœuds formés autour du fil de chaîne passent alternativement à l'avant et à l'arrière des fils. Ainsi, au revers sont formés des nœuds, tandis qu'à l'avant, une boucle se forme. Et une fois cette ligne créée, elle est séparée par ce qu'on appelle une duite de trame qui permet de maintenir solidement l'ouvrage et la rangée de nœuds. Et les fils sont ensuite tassés à l'aide d'un peigne en fer. Et une fois une rangée de 10 nœuds effectués, la velouteuse coupe les laines qui enserrent le tranche-fil. C'est alors que le motif qui demeurait jusque-là invisible se dévoile.
Une fois les boucles sectionnées, la velouteuse elle prend soin d'ordonner les laines en les coupant et en les égalisant. Et donc, elle réitère ces opérations jusqu'à la tombée de métier du tapis. Et c'est ce travail qui est long et qui est minutieux qui donne au tapis son nom de tapis velouté, puisqu'il est proche de l'aspect du velours. Donc, retracer l'histoire de l'accès aux femmes aux ateliers de tissage est donc nécessaire pour comprendre leurs conditions de travail au XIXe et au XXe siècle. Tout d'abord, soulignons qu'à l'échelle du territoire national, le tissage du tapis au point noué n'a pas toujours été autorisé aux femmes, puisque, en effet, dans l'ouvrage du règlement sur les arts et métiers rédigé par Étienne Boileau, l'auteur nous précise que les femmes étaient frappées par l'interdiction de tisser des tapis au point noué en 1268, car le tissage était, je cite, jugé trop gréveux, c'est-à-dire trop difficile. Ces interdictions, elles furent réitérées au cours de l'histoire, et notamment sous le règne de Louis XIV, et il faut attendre son successeur Louis XV pour que les femmes soient autorisées à tisser sur des métiers de haute lice en 1740, introduisant ainsi à Aubusson une nouvelle technique, celle du point noué. Et donc, dès les premiers temps, cette technique, elle se caractérise par un recours, pour ainsi dire quasiment exclusivement, à une main-d'œuvre féminine. Et les historiens de l'art du XVIIIe et du XIXe siècle invoquent à la fois un contexte économique et social qui justifie le recours à cette main-d'œuvre. Cyprien Perraton explique à ce propos qu'à ce moment, en 1742, malgré le zèle du contrôleur général et de l'intendant, la situation des fabriques de tapisserie marchoises ne s'était pas sensiblement améliorée. Les ouvriers gagnaient, suivant leur mérite, de 4 à 8 sous par jour, et les femmes auxquelles les règlements défendaient de travailler au métier de haute lice, n'ayant d'autres ressources que celle d'être fileuses, étaient dans un état encore plus misérable. Pour y remédier, on songea à faire fabriquer des tapis veloutés par les femmes sur les métiers de haute lice, dont la chaîne est tendue verticalement. On peut aussi faire un parallèle avec l'introduction de cette technique et la création de la manufacture de la savonnerie, car c'est aussi l'état précaire d'une catégorie de la population qui justifiait la mise en place de cette technique. En tout cas, c'est ce que Simon Lourdet explique, et il fait appel à de jeunes orphelins qu'il forme. Et donc, sa justification, c'est une justification à la fois sociale et morale, puisque, en ayant recours à cette main-d'œuvre, il permet de sauver la vie de sauver ces orphelins d'une vie aux mœurs dissolues, en leur apportant une activité. C'est d'ailleurs une justification qui est reprise par Pierre-Augustin Laboré de Châteaufavier, qui était le contrôleur de la production de tapis point noué. Et il explique en ces termes, les filles y sont employées dès la plus tendre jeunesse, elles commencent par ne gagner qu'1 ou 2 sous par jour. Cette ressource les rend donc utiles à leurs parents dans un âge où ailleurs, elles leur sont souvent à charge. En outre, l'habitude d'une vie laborieuse qu'elles contractent les sauve des dangers de l'oisiveté, comme elle leur épargne les maux de l'indigence. Ces biens combinés doivent paraître d'un grand prix aux yeux de tout ami de l'humanité. Cependant, contrairement aux manufactures parisiennes, Aubusson, elle, fait figure d'exception, puisqu'elle n'a recours qu'à une main-d'œuvre féminine, comme on le voit sur ces cartes postales, qui mettent en opposition, si on peut dire, les ateliers des Gobelins, les ateliers de savonnerie des Gobelins et celles de la manufacture Hameau. Donc la manufacture Hameau, elle s'inscrit dans le sillage des traditions de l'Ancien Régime au XIXe siècle. Et en effet, en ce qui concerne l'activité des femmes au sein de la manufacture, dans les années 1880 et 1914, elle semble relativement circonscrite. Elles occupent des fonctions qui sont jugées par les contemporains comme ne requérant que peu de qualifications. Ainsi, les femmes préparent les laines et sont souvent assignées au poste de dévideuse ou de fileuse lorsque leur condition physique ne leur permet plus de pratiquer le tissage. Ces tâches et celles des velouteuses ne semblent pas avoir été perçues comme une menace par les ouvriers masculins, alors même que le recours au travail féminin à cette époque cristallise les passions, celui-ci étant perçu comme une concurrence au travail masculin. En effet, le travail manuel étant peu rétribué et les professions les plus prestigieuses étant réservées aux hommes, en tout cas dans les ateliers Hameau, les femmes sont en réalité circonscrites et canalisées à travers des professions manuelles.
Elles n'interviennent que très peu dans le domaine de la création, et il faut attendre les années 1921 pour les voir intégrer d'autres ateliers, comme celui des peintres cartonniers. Donc, on voit juste ici la silhouette d'une femme. Et donc, parmi ces femmes, on peut mentionner Marie Roudet, Marguerite Richardot, Antoinette Chometon, qui vont être rejointes 6 ans plus tard par Suzanne Augier et Suzanne Delarbre. Leur travail n'est toutefois à proprement parler pas de la création en tant que telle, puisqu'elles reproduisent des maquettes qui ce travail demande une grande maîtrise technique toutefois. Quant à la création de maquettes, elle reste le fait des dessinateurs masculins, comme Henry Worth, qui va longtemps fournir des dessins pour la manufacture. Et dans les années 1925, alors que le paradigme du tapis d'artiste prend naissance et que les maquettes sortent de l'anonymat, pour ce qui est des créateurs les plus prestigieux, évidemment, là encore, on fait face à la prédominance des artistes masculins, comme Paul Folleau, Gustave Louis Jones ou encore Edmond Tapissier. Donc, à la répartition genrée des activités répond une répartition genrée des espaces de travail dans la manufacture. En effet, comme le souligne Michel Perrault, le XIXe siècle a rationalisé la division sexuelle de l'espace social. Ainsi, les femmes et les hommes de la naissance à la mort évoluent dans des espaces qui les distinguent, et la manufacture, elle n'échappe pas à ce système. Les cartes postales nous permettent d'apprécier la répartition des ateliers, et il devait exister au sein de la manufacture plusieurs ateliers de point noué, ceux aux étages, qu'on voit juste au-dessus, et ceux sous chêne. Les ateliers sous chêne sont révélateurs de l'intensité de la production de tapis au point noué qui va régner dans la manufacture à Meaux à partir des années 1910. Ils présentent l'avantage de faire bénéficier aux velouteuses d'un éclairage zénital qui baigne de lumière l'ensemble de l'espace, alors que les ateliers à l'étage ne bénéficient que de la lumière latérale, dans un premier temps, fournie par les fenêtres. En outre, cet espace il permet de disposer de bien plus grands métiers à tisser. Alors que dans les ateliers situés à l'étage, les velouteuses sont généralement 4 ou 5 à travailler sur un même métier ou sur un tapis. En ce qui concerne les ateliers sous chêne, elles sont environ une dizaine. En outre, les ateliers à Meaux sont parmi les premiers à disposer de l'électricité, qui est une innovation qui va représenter un enjeu considérable puisqu'elle assure d'une part un meilleur rendement, permettant de s'affranchir du rythme du soleil, mais toutefois, ce travail il reste encadré par les lois de 1900 qui vont voir les manufactures aubusonnaises dans l'obligation d'appliquer la législation relative à la durée de travail, passant ainsi de 12 heures de travail journalier à 10 heures de travail. Et les velouteuses de la manufacture, elles sont donc rémunérées à la journée, mais leur salaire varie selon leur qualification. Donc, en effet, pour les velouteuses les plus expérimentées, leur salaire s'élevait à 3,75 francs, tandis que pour les débutantes et les apprentis, elles percevaient un salaire quotidien de 2,75 francs. Et bien sûr, je n'ai pas besoin de vous expliquer que les velouteuses gagnaient beaucoup moins que les lissiers. Ces informations sur la rémunération des velouteuses, elles sont précisées dans un document qui est précieux à bien des écarts, qui est le tableau de la grève des velouteuses à Meaux en 1910, conservé aux archives départementales de la Creuse. Ce mouvement social, il est unique dans l'histoire de la manufacture au XIXe siècle, puisqu'en effet, durant plus d'un mois, 47 velouteuses travaillant dans les ateliers à Meaux ont contesté les cadences de tissage soutenues imposées par le directeur de la manufacture. Ce mouvement, il se révèle unique par sa durée, son ampleur et son organisation, puisque les syndicats des tapissiers assurent le maintien du salaire des femmes en grève. Une autre information importante est contenue dans ce document et nous permet de nuancer l'appellation du tapis point noué. En effet, dans le document, il y est distingué la production de tapis de savonnerie de celle du tapis point noué, les premiers correspondant davantage à une production artistique grâce à l'interprétation du carton faite par la velouteuse, tandis que le second correspond davantage à une production sérielle.
Donc si aujourd'hui nous réservons l'emploi du terme de tapis de savonnerie à la manufacture de la savonnerie puis des Gobelins et que l'on utilise le terme de tapis point noué pour désigner la production aubussonnaise, il faut toutefois garder à l'esprit que ces appellations revêtent une réalité différente à la fin du XIXe siècle. Enfin, la réception de la production de la manufacture Hameau rencontre un vif succès qui n'est d'ailleurs pas démenti par la participation de la maison aux différentes expositions, et notamment aux expositions universelles, au cours desquelles la manufacture est souvent récompensée. Dans le cadre de cette journée d'études, la participation de la manufacture Hameau à une exposition apparaît comme tout à fait pertinente. C'est celle de l'exposition des arts de la femme organisée par l'UCAD en 1895. Et à l'occasion de cette exposition, la manufacture Hameau présente des tapis de savonnerie, coussins, broderies et paravents, tous tissés par 12 collaboratrices. Malheureusement, aucun document d'archives ne nous permet d'apprécier cette production. En revanche, le livret de l'exposition mentionne le nom des 12 collaboratrices ayant présidé au tissage des œuvres exposées. Le recoupement de ces noms avec les registres de recensement de la ville d'Aubusson nous a permis d'esquisser un portrait de ces femmes qui répondent majoritairement à l'autorité de leur mari ou de leur père. Ces derniers travaillent le plus souvent comme des dessinateurs ou sont alors lissiers pour la manufacture Hameau. On observe donc un phénomène d'endogamie. Les femmes sont formées au sein du foyer et ont la possibilité de parfaire leur apprentissage au sein de l'École nationale d'Aubusson, qui est créée à partir de 1884. Et elle se présente dès son origine comme une école dispensant des cours aux jeunes hommes et aux jeunes femmes. Néanmoins, cette mixité, elle est à nuancer, puisqu'en fait, les cours apparaissent rapidement comme étant des cours genrés, donc avec notamment l'enseignement du tissage du tapis au point noué qui est destiné aux jeunes filles. Donc pour conclure, le travail sur la production et la réception du tapis au point noué de la manufacture Hameau n'avait encore jamais fait l'objet d'études, et donc j'ai fait le choix de l'aborder sous l'angle d'une histoire de genre. Il a fallu se confronter au peu d'archives concernant l'histoire de ces velouteuses. En effet, il est difficile de les faire émerger, des parcours individuels, ces femmes étant considérées de leur temps comme une simple main-d'œuvre et de simples exécutantes. Je vous remercie de votre attention.